Deuxième semaine de débat à l'Assemblée nationale. Laurent Wauquiez, vous y avez participé notamment. Comme vous allez le voir dans ce sujet, eh bien, les polémiques prennent un petit peu plus le pas que sur le fond du texte. Exemple dans la nuit de mercredi à jeudi avec Jérémy Hartmann. Ce n'était pas un jour sans fin, mais une nuit sans fin hier soir dans l'hémicycle. Une fois de plus, la séance a commencé par une montagne d'amendements de la droite, ou l'art de faire durer le plaisir. L'article 375.8, dont il est question. Après avoir cité Tétu, je citais donc Marianne. Massacrer un texte, c'est pas très grave. Massacrer des enfants, oui, ça c'est grave. Une litanie de questions et d'invectives, sans réponse de la majorité. Pressée d'en finir, la gauche décide de jouer au roi du silence. Résultat, l'opposition se sent bien seule pour débattre. Je cherche un interlocuteur. Je cherche quelqu'un avec qui débattre. Pour la majorité, difficile de tenir sa langue. L'envie de riposter est parfois trop forte. Je l'avoue, à notre Assemblée, je craque. Chers collègues de l'opposition, vous avez déposé trop d'amendements et vous ne savez plus comment les défendre. Donc nous tombons maintenant dans le mauvais théâtre de boulevard, monsieur Le Fur. Des échanges savoureux, mais un débat qui stagne, rien que du déjà-vu ces derniers jours et ces dernières nuits, jusqu'à cette violente altercation. Le patron des députés UMP prend à partie la présidente socialiste de la séance. J'ai demandé une suspension de séance. Madame, vous êtes à ce perchoir. Ça vous oblige à un certain nombre de choses. Ça vous oblige à exercer une présidence impartiale. Le vent de la révolte souffle dans l'hémicycle et c'est un écologiste qui vole au secours de sa collègue socialiste. Vous avez mis en cause la présidence de séance. Malheureusement, ce n'est pas la première fois. J'ai envie de dire d'ailleurs la présidente, car j'ai comme l'impression que le fait que ce soit une présidente n'est pas totalement étranger au mépris avec lequel vous l'avez traité. C'est dans ce climat de fatigue et de lassitude que s'est poursuivi l'examen de l'article 4 du projet de loi. Un article toujours pas voté à 4 heures du matin, l'heure où les députés sont allés se coucher. Laurent Wauquiez, on le voit, le fond est un petit peu oublié. C'est souvent les polémiques, et je vous ai vu même intrigué par l'intervention de Christian Jacob qui prennent le pas. Je vais vous dire mon sentiment profond. J'ai écrit un livre sur ce sujet qui s'appelle « Un Huron à l'Assemblée nationale ». Il a été mentionné par Jean-Jacques Urvoas. Voilà. Ce qu'on est en train de récolter, c'est quoi? On est en train de récolter les résultats d'un fonctionnement absurde de l'Assemblée nationale. Que le gouvernement ait choisi une posture dans laquelle il ne répond pas aux questions. Que le président de l'Assemblée nationale ait choisi, en lien avec les différents responsables, un système dans lequel on débat jusqu'à 2 heures du matin, y compris le week-end, non-stop. Tout ceci est ridicule. Il aurait fallu utiliser le temps programmé ? Évidemment. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est qu'il faut revoir totalement nos modes de fonctionnement, dans lequel, à l'avance, on dit, voilà, on débattra du lundi 9h jusqu'au vendredi 22h du texte. L'opposition aura tel temps de parole et vous pouvez l'organiser comme vous voulez. La majorité aura tel temps de parole et vous pouvez l'organiser comme vous voulez. Le gouvernement sera obligé de répondre. C'est scandaleux de voir la garde des Sceaux qui ne répond à rien. Elle ne donne pas sa position sur la gestation pour autrui, c'est pas un petit sujet. Sur la projet de loi. Oui, c'est pas dans le projet de loi. Alors ça veut dire on nous le vend à la découpe, on fait passer le projet de loi par petits morceaux et donc ne regardez pas. Vous déposez 5000 Cachez-nous amendements ces qui n'ont pas hypocrisies vraiment qu'on ne rapport. veut pas voir. Ça viendra plus tard. Trop facile. Vous déposez aussi 5000 amendements qui n'ont pas tout le temps rapport avec le texte non plus. Non, on dépose, c'est vrai, des amendements. Pourquoi? Parce qu'un fonctionnement absurde génère des comportements absurdes. Donc il faut jouer sur l'absurde. À gauche aussi. Regardez la gauche. Maintenant, ils sont condamnés au silence. On leur a dit, vous n'avez plus le droit de vous exprimer. Donc, ils sont obligés d'aller sur Twitter. Certains, même, sont obligés. Ils disent, ils craquent, là. On l'a vu. Je craque parce que j'ai besoin de parler. Mais où on est? Ce qui me gêne beaucoup, c'est que ce débat doit être pour nous tous la cote d'alerte d'un fonctionnement du Parlement qui n'est plus moderne, qui ne correspond plus aux attentes d'un débat digne. Et sur des sujets comme celui-là, il faut se poser les bonnes questions. Vous ne voyez pas un peu de responsabilité des députés UMP d'avoir déposé tant d'amendements et de discuter pendant des heures? Vous n'y voyez pas un peu de responsabilité des députés PS? Vous n'y voyez pas un peu de responsabilité du gouvernement? Je pense que ce que j'y vois, c'est d'abord le symptôme d'une assemblée qui doit changer son mode de fonctionnement. Et ça, c'est urgent. Et je voudrais aussi vous poser une question à vous. Il y a un point qui, moi, me surprend. Ça fait 10 jours qu'on débat de ce texte. Et déjà, on a l'impression que les journalistes trouvent que c'est trop long. 10 jours.
Il n'y a pas c'est que trop. Les hommes politiques aussi. Oui, ils le disent en tournant rond. 3 jours sur l'article 4, c'est peut-être un petit peu long, non? 3 jours sur un article qui change un code civil qui vient de Napoléon, c'est trop. 3 jours pour discuter de ce qu'est la conception des parents dans la société française, c'est trop. 3 jours pour prendre un tout petit peu de réflexion, pour se demander c'est quoi notre conception de la famille, c'est trop. Donc il y a un moment aussi où il faut qu'on fasse attention. Cette société dans laquelle on est tous, les politiques, les médias, tout ça, dans lequel on est dans une espèce de précipitation où discuter pendant 10 jours d'un sujet aussi majeur que la place des enfants, que les bébés éprouvettes, que la location du ventre d'une femme, on considère que c'est trop. Moi, je ne considère pas que c'est trop. Et là encore, j'assume mes convictions. On m'a expliqué que quand on avait 37 ans, il fallait être pour, etc. Moi, j'assume mes valeurs et mes convictions. Et je suis frappé. La manifestation du mariage contre le mariage pour tous, oui. la manif pour tous. Oui, et je manifeste. Des rares députés UMP d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Parce que, et c'est sans doute mon approche aussi de la politique, je considère que quand on fait de la politique, on a des convictions et on les assume. Et il ne faut pas les cacher. Allez, elle ne figure pas dans le projet de loi, mais on en parle beaucoup. La procréation médicalement assistée, la PMA. Elle devait entrer dans un projet de loi sur la famille en mars. Dominique Bertinotti, la ministre, l'avait certifié une nouvelle fois en début de semaine. Et puis voilà que Jean-Marc Ayrault contredit sa ministre. Retour sur un cafouillage avec Valérie Brochard. Dimanche matin, les députés communistes et écologistes munis de leurs amendements relancent le débat sur la PMA dans l'hémicycle. La ministre déléguée à la famille leur répond. Je souhaiterais que monsieur le ministre chargé des relations avec le Parlement ou madame Bertinotti nous donne à la fois la méthode, le calendrier, le périmètre et si oui ou non la PMA figurera dans le projet de loi famille. La question de la procréation médicalement assistée ouverte aux couples de même sexe sera abordée dans le cadre de cette loi famille. Les députés socialistes avaient obtenu la garantie de l'introduction de la PMA dans un texte sur la famille déposé le 27 mars prochain en Conseil des ministres. Il n'en fallait pas plus pour que Jean-Marc Ayrault, en voyage à Phnom Penh, intervienne pour recadrer la ministre. Elle ne peut pas dire ça dans la mesure où elle ne connaît pas la date de réponse du Comité national d'éthique. Donc, si c'est fait avant, oui, mais si ce n'est pas le cas, il faudra attendre. Il faut de toute façon attendre l'avis du comité. Oui, c'est la moindre des choses. Il faut donc attendre l'avis du Comité consultatif national d'éthique, vraisemblablement seulement à l'automne. Le calendrier de la réforme dépend désormais de cet avis. Alors face aux contradictions entre Matignon et la ministre, les députés UMP jubilent. Que le gouvernement clarifie sa position. Est-ce que oui ou non, il attend l'avis du Comité national d'éthique ou est-ce qu'il est prêt à inscrire ce texte à l'ordre du jour en s'asseyant sur l'avis du Comité national d'éthique? Même incertitude chez les défenseurs de la PMA. Ce matin, on me rassure, on me dit on va voter contre votre amendement, Madame Buffet, mais vous inquiétez pas, ce sera dans la loi famille. Et moi, j'arrive ici, j'apprends que le Premier ministre dit ce ne sera pas dans la famille. Pour qui je passe? Qu'est-ce que c'est cette parole ministérielle qui est démentie? Que fera le gouvernement si l'avis du comité d'éthique est négatif? La PMA sera-t-elle inscrite dans un projet de loi à l'automne prochain? Pas sûr que le gouvernement ait aujourd'hui la réponse. Non, sans beaucoup d'atermoiements, beaucoup d'embarras du côté du gouvernement, vous considérez ça comme une victoire pour vous? Non, moi je ne considère jamais comme une victoire un embarras du gouvernement. Je trouve que là on est dans un grand désordre. On est dans un grand désordre sur le fonctionnement du gouvernement. Enfin voilà quand même une ministre qui dit quelque chose, un Premier ministre qui depuis le Cambodge, on appréciera, dit l'inverse, et maintenant on a la porte-parole du gouvernement qui dit une troisième chose. Donc on est dans un grand désordre. Et ce qui me gêne, c'est précisément le sentiment que sur ce débat, le gouvernement, pour des arrière-pensées politiques très claires, veut passer en force, a choisi de ne pas prendre le temps et a choisi d'imposer un débat. Il recule sur la question quand oui, même. Il ne passe pas en force. Il n'est pas passé en force. Il ne passe pas en force, on en reparlera. On verra s'il y a oui ou non la procréation médicalement assistée. Sera bien dans le projet de loi. Je suis convaincu que dans leur vision de société, il y a la procréation médicalement assistée. Et je voudrais rajouter un dernier point. Il y a des Français qui ont exprimé leur inquiétude. Les Français sont majoritairement pour le mariage pour les couples homosexuels. Personnellement, moi je suis favorable à une union civile pour les couples homosexuels. Et je suis favorable à ce qu'on renforce les droits des homosexuels dans la société française. Mais mon point de différence, c'est sur la place des enfants. Et là, ce qui me gêne, c'est que ces inquiétudes-là, elles n'ont pas été entendues. Et on le voit bien avec ce débat sur la procréation médicalement assistée. On a le gouvernement qui débat entre lui, mais il n'écoute pas les Français. Alors, pendant que les députés, on le dit, examinent le texte, eh bien les sénateurs, eux, commencent les éditions, notamment dans un climat beaucoup plus serein, sans se précipiter. Des sociologues, des philosophes qui viennent tour à tour pour prendre la parole. Compte rendu avec Nathalie Guiouard.
Au Sénat, loin des invectives du Palais Bourbon, le temps des auditions a commencé. Une première journée marquée par la présence d'éminents spécialistes, visiblement satisfaits d'avoir pu développer leurs propos. La commission du Sénat m'a accordé, comme vous autres, je suppose 1 heure, alors que dans mon souvenir, quand j'ai été reçu à la commission des lois de l'Assemblée nationale, nous étions 5 pour 1 heure. Donc on avait un temps extrêmement limité. Il n'y a pas de redite entre l'Assemblée nationale et le Sénat, parce que nous pouvons approfondir des questions qui ne l'ont pas été et dont on aperçoit au fur et à mesure de la discussion qu'au fond, ces malentendus sont au centre. Donc, et je crois que le Sénat va avoir un rôle très particulier dans la capacité qu'il aura à démêler ces malentendus sur la filiation. Pour le rapporteur du texte sur le mariage pour tous, le débat n'en sera que plus serein. On verra quand le débat viendra en séance. Je pense que ce sera beaucoup plus apaisé au Sénat. Et si j'en crois les auditions qu'on a eues cet après-midi, on peut voir que le climat était quand même plus apaisé. Je sais, par le rapporteur et Erwan Binet qui me l'avait dit, que ça, des auditions à l'Assemblée nationale avaient été très houleuses. Ici, ce n'est pas le cas. Donc je crois qu'on aura un débat plus serein, plus apaisé et peut-être plus constructif. Les auditions au Sénat ne font que commencer. Durant 3 semaines, associations de familles, sociologues, philosophes et représentations des cultes vont se succéder en commission avant l'ouverture des débats. Bon alors vous le voyez au Sénat, le climat est complètement différent, plus apaisé on va dire. Est-ce que c'est parce qu'ils ont plus l'expérience du débat qu'à l'Assemblée nationale ? Non, je pense, moi c'est une institution que j'aime bien, le Sénat, parce qu'elle a un certain recul sur les choses, et je crois que c'est d'ailleurs l'utilité du bicamérisme. Pour autant, soyons prudents, je ne suis pas sûr que foncièrement l'organisation du Sénat aboutira à un débat qui sera foncièrement différent. Et puis il y a un sujet qui est là aussi posé. Le rapporteur de la loi au Sénat, sauf erreur de ma part, est favorable à la gestation pour autrui. La gestation pour autrui, je veux bien que chacun comprenne ce dont il s'agit. Vous louez le ventre d'une femme, elle est rémunérée. Il y a même un sénateur UMP qui est pour. Oui, mais pour moi, c'est un sujet qui dépasse les clivages gauche-droite. Elle est rémunérée, elle fait un enfant. Quand l'enfant naît, on lui enlève cet enfant, et ensuite, il est donné à d'autres. Voilà. Est-ce que ça, c'est le modèle de société qu'on veut ? Une fois de plus, ça n'est pas dans le projet de loi. Oui, mais une fois de plus, ce qui est très intéressant, c'est que le rapporteur de la loi lui-même indiquait qu'il était pour et que c'était le prolongement. Ce que je trouve extraordinaire dans cette approche. Vous croyez que je raisonne comme ça ? Vous croyez que j'ai le regard rivé dans le goudron ? On n'imagine pas, non. Non. Il est évident pour moi que je me pose la question sur on ouvre une porte, elle nous amène jusqu'où ? Je ne vais pas juste voter un petit texte de loi, on me dira non, mais il y en a un autre qui va venir. Mais réfléchissez pas par rapport à l'autre qui va venir. Non. Ce que j'essaye de comprendre, c'est le projet de société d'ensemble du gouvernement. Et ce que je reproche au gouvernement, c'est de nous faire décider que sur une toute petite partie et de ne pas assumer ce qu'il veut faire sur l'ensemble de son travail.